Bonjour à vous. On est à quelques jours de Noël, puis du jour de l'an, et j'aimerais vous souhaiter mes vœux, puis la manière dont je le fais, c'est en vous demandant qu'est-ce que vous souhaitez pour la prochaine année, par exemple. Puis dans le fond, je vous le souhaite ce que vous souhaitez. On a vécu des moments qui sont à la fois excitants, captivants, super intéressants parce qu'on apprend plein de choses, puis on se fait de nouveaux amis, de nouveaux contacts, on découvre des gens qu'on connaissait pas avant. Autant des gens qui sont près de nous que des gens dont on entend parler et qui partagent leur point de vue, leurs expertises. Puis en même temps, ça n'a pas été facile pour plusieurs d'entre nous, peu importe l'opinion qu'on a, peu importe ce qu'on croit être vrai. Ça n'a pas été facile. Puis certains d'entre nous, ben, on essaie d'oublier ça, de passer à autre chose. Puis d'autres sont incapables de le faire parce qu'ils trouvent ça important d'apprendre du passé. Alors évidemment, je souhaite que la prochaine année soit plus positive et qu'elle nous permette d'aller aussi loin qu'on peut dans les découvertes de connaissances qu'on a mises de côté. Puis c'est un peu là-dessus dont je voudrais parler aujourd'hui, entre autres. J'ai fait deux entrevues, non, deux conversations, une avec Sylvain Michaud et puis Robert Béliveau. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez les visionner. Je commence tout de suite avec la suite de ma réflexion au sujet d'un livre que je lis qui s'appelle Nudge, qui porte sur des stratégies en marketing qui ont été utilisées aussi par les gouvernements ou les médias. Et pour résumer ces stratégies, c'est dire que la personne, c'est pas toujours ce qui est bien pour elle-même. Alors, on va orienter ses choix. Et puis, bon, j'essaie de comprendre comment on s'y prenait pour orienter ses choix. Et il y a trois stratégies que j'ai retenues que je vous partage. Puis l'idée du partage de mes réflexions qui sont toujours sans prétention, c'est de nous éclairer mutuellement. Je, je consulte d'autres informations, des choses que vous m'envoyez, des choses qui circulent sur les médias sociaux ou sur les médias traditionnels, puis je me fais une idée. Et je crois qu'on devrait tous faire ça, se faire sa propre idée sur ces informations-là. Et parfois, quand on réussit à identifier les stratégies qui sont utilisées dans notre environnement médiatique, ben, on peut mieux comprendre l'effet que ça a eu sur les gens. Alors, bon, trois stratégies, ça a été de dire la meilleure façon d'orienter les choix des gens, c'est d'une part de leur faire croire, de présumer que la majorité des gens optent pour telle décision, par exemple. La majorité, donc, on peut utiliser des sondages, dire 75% des gens veulent ceci, ou encore tous les jeunes, ou les artistes, ou les politiciens, ou les autres pays. Alors ça, quand les gens entendent ça, à cause de la nature grégaire des humains, vont avoir tendance à suivre la majorité. Une autre façon de le faire, c'est en partageant un jugement qui soit positif ou négatif par rapport à certaines options au départ. Je donne une idée. Si vous ne connaissez pas une personne que vous allez rencontrer et qu'un de vos amis la connaît, puis vous partage son jugement positif, bien, vous allez partir avec ce jugement-là, puis ça peut influencer votre propre jugement. Puis si dans le fond, cet ami que vous connaissez n'aime pas la personne que vous allez rencontrer, ben, son jugement négatif peut aussi vous influencer. Alors, on peut faire ça dans les médias, on peut faire ça sur les affiches, c'est-à-dire présumer que telle option est positive, puis apporter des arguments autour de ça. Puis, troisième stratégie que j'ai trouvée intéressante, c'est de dire, quand on vous demande de prendre une décision ou d'exprimer votre opinion en public, cette opinion va être peut-être différente de celle que vous auriez exprimée sous le couvert de l'anonymat, par exemple. Quand on appelle les gens
qu'on leur demande ce qu'ils pensent, mais qu'il n'y a pas d'identification, ils vont avoir tendance plus à dire ce qu'ils pensent. Mais si devant tout le monde, vous avez à partager votre opinion, bien souvent, vous allez la nuancer dans le sens de ceux qui vous entourent, de ce que vous pensez euh, que pensent ceux qui vous entourent. C'est une chose que je voulais vous raconter. J'ai partagé une entrevue avec David Icke. C'est pas tout le monde qui l'aime. C'est un personnage qui a été discrédité au tout début parce que c'est un journaliste qui a commencé à écrire sur sa vision du fonctionnement de la société, on va dire ça comme ça, puis de sa conception, je dirais, de l'humanité avec des êtres qui ne sont pas nécessairement humains. Donc, ça a fait réagir les gens. Et au départ de, mettons, voilà 3 ans à peu près, sa position était très négative. Il disait, dans le fond, si vous ne vous réveillez pas, il va arriver une catastrophe. Et puis, l'entrevue que je mets aussi dans la description de la vidéo, je vais mettre les liens, les sources que j'utilise. Ça vous tente de la visionner. J'ai trouvé très positive. Il y a un état de sérénité qu'on retrouve chez David Icke, qui n'était pas présent au début. Puis essentiellement, son message, c'est de dire que notre réalité est aussi immatérielle et on a la capacité de percevoir cette réalité immatérielle et de l'utiliser. On a un pouvoir, entre autres le pouvoir dans nos mains, dans notre aide, d'influencer notre environnement. J'ai l'impression que plus ça va, cette crise-là qu'on vit, qui repose sur une vision matérialiste de la réalité, nous pousse à aller, un peu comme le retour du pendule, vers la redécouverte de ce monde immatériel. J'en parle souvent parce que c'est important pour moi, puis ça a été l'objet de mon dernier livre, Le Fou, qui en passant va être réédité. Et je vais faire, bon, j'appelle ça une tournée, mais je vais revenir au Québec, puis je vais aller à votre rencontre dans différents endroits du Québec, comme je l'ai fait cet été. Et puis, je vais en profiter pour présenter la réédition du Fou, qui parle justement de ça, de ma propre découverte à travers la physique quantique et les expériences de mort imminente, qui existent une réalité qu'on ne voit pas, mais qui nous influence beaucoup plus qu'on pense. Alors, j'ai l'impression que cette crise qu'on vit, justement, nous amène à redécouvrir ça. Puis c'est extraordinaire parce que si ça n'avait pas été de cette crise-là, plusieurs d'entre nous, bon, on aurait passé notre vie à faire des choses qui sont assez futiles. Pourquoi je dis ça? Parce que, je veux dire, c'est quand même incroyable qu'on vit notre vie. On travaille, on s'achète des biens matériels, on vit des moments magnifiques aussi, là, merveilleux avec les gens qu'on aime ou seuls dans la nature. Mais quand on meurt, si on a la chance de savoir qu'on va mourir, on réalise qu'il y a bien des choses qu'on fait qui sont futiles, qu'on a fait, et qu'on redécouvre ce qui est vraiment important. Et cette dimension-là est vraiment importante, c'est-à-dire l'amour, le bonheur, la gratitude, la bienveillance, tous ces sentiments qu'on éprouve influencent notre réalité et nous donnent un pouvoir sur celle-ci. Alors, c'est ça que raconte cette entrevue de David Icke et j'avais envie de vous la partager, tout simplement. Il y a 2 attitudes qui me semblent très importantes. C'est ce que je réalise dans ma vie, c'est la joie, le bonheur, pour lequel je me suis tellement intéressée dans ma carrière de prof à l'université. Je me suis spécialisée dans le bonheur et la psychologie positive. J'ai eu la chance de l'enseigner, puis de faire en sorte qu'elle soit au cœur de ma pratique comme psychologue, quand j'étais psychologue. La joie, le bonheur et la gratitude. J'ai découvert que lorsqu'on est en gratitude, cette émotion qui m'habite tellement souvent, ben, ça fait en sorte qu'on a une vie merveilleuse. Je ne sais pas si vous observez ça dans votre vie, mais j'ai lu une phrase qui s'y rapporte qui dit que
Ben, mettons la joie, le bonheur, ou on pourrait dire la vérité, comme le soleil, va toujours par faire sortir et exposer le mensonge ou l'idiotie ou toutes ces choses qui nous rendent malheureux. Alors, je ne sais pas si vous observez ça dans votre réalité ou si vous observez le contraire dans la réalité d'autres personnes, c'est-à-dire que quand on vit des sentiments très négatifs, ça colore aussi notre existence. J'ai vu un film sur Odyssée que je vous ai mis aussi, qui s'appelle Unacceptable View, qui parle du convoi des truckers. Si vous avez la chance de juste un peu regarder ce film qui a été fait par des gens comme vous et moi, ce qu'on peut y percevoir, c'est le cœur des gens. C'est cette bienveillance, c'est cet amour-là qui va prendre de plus en plus d'importance dans notre futur. C'est ce que je crois. Je continue sur ce que je voulais vous partager. Bon, je reformule, je redis cette phrase-là que j'ai vue passer à partir de l'idée de la vérité et du mensonge. Bon, même si c'est une question de perception, toujours. Pourquoi? Parce que cette perception, elle influence notre réalité, parfois beaucoup plus que la réalité elle-même, parce que c'est toujours une question d'interprétation des choses. Donc, ce que cette phrase-là disait, c'est la vérité, comme le soleil, va toujours finir par sortir et exposer le mensonge et l'idiotie. C'est ça que je rajoute parce que dans les médias de masse, on voit passer des choses qui sont idiotes, absurdes. Puis là, je vous partage ce qui a été dit dans un bulletin de nouvelles au Québec au sujet du buffet froid et du buffet chaud en lien avec le virus. Si vous ne l'avez pas vu passer, là, je l'ai mis dans la description de la présente vidéo. Puis là, c'est à se demander quel impact peut avoir ce genre de nouvelles-là. Est-ce que ça ne peut pas faire en sorte que de plus en plus de gens se rendent compte que ce qui passe dans les médias de masse, c'est arbitraire, c'est du n'importe quoi. C'est ça que je veux dire par arbitraire, c'est puis quelle fonction ça a? Pourquoi on partage ce genre de nouvelles-là? Parce qu'on y croit ou encore parce qu'on méprise les gens qui écoutent la télévision? Et puis quel effet ça peut avoir? Ben, peut-être qu'on s'y désintéresse un peu comme l'idée que c'est toujours des mauvaises nouvelles qu'on présente, puis que dans la vie, là, dans notre existence, les mauvaises nouvelles, ça n'a pas la proportion que ça a dans dans les médias de masse. Il y a aussi de très beaux moments qu'on vit, dont on parle si peu dans les bulletins de nouvelles. J'ai vu passer euh, une personne qui parle de la corruption et qui dit que c'est tellement infiltré dans tous les domaines que lui, ce qu'il connaît, c'est la corruption au sujet du miel. Alors, le miel, s'il est trop cher à vendre parce qu'il vient des abeilles de notre région, on a trouvé le moyen de l'importer de la Chine puis de faire à croire que c'était du miel alors que c'est une substance qui est sucrée. Puis, c'est indiqué sur l'étiquette du miel, mais comme c'est écrit en grosses lettres miel, les gens ne portent pas attention nécessairement, puis ils croient vraiment que c'est du miel. J'ai vu passer aussi un petit clip qui parle du cirque romain, qui nous fait penser que le sport professionnel, c'est un peu comme l'expression du pain et des jeux pour distraire l'attention des gens, faire en sorte qu'ils s'amusent dans leur vie qui n'a pas beaucoup de sens, parfois. Alors ça aussi, ça peut nous faire réfléchir à cette existence qu'on a, puis peut-être au choix devant lequel on est. C'est quoi le genre de vie qu'on veut? Et il y a des gens très courageux qui ont choisi de s'extirper de cette vie qui n'avait pas de sens pour eux, puis de changer de métier, par exemple, changer d'environnement social des gens qui les entourent. Il y a Dr. Bakhdi qui, bon, il y a un article qui porte sur ce qu'il a dit
au sujet de l'industrie du vaccin et qui dit que depuis 30 ans, on raconte n'importe quoi sur les vaccins dans l'enseignement. Et ça aussi, ça fait réfléchir parce que c'est une prise de recul qu'on a au sujet de l'éducation, autant de ce qui est raconté dans les médias que ce qui est raconté à l'université. Puis là, je m'arrête sur quelque chose qui est encore plus important pour moi. Que j'ai vécu cette semaine. C'est une rencontre avec une voisine. Alors, en ce moment, je me trouve dans les Alpes de la Haute-Provence. Je suis dans une maison qui est la maison de Philippe Guillemant, qui est dans un petit village juché au haut des montagnes. Et la voisine, une des voisines, c'est Irène, une historienne. Je la rencontre pour la première fois, puis on jase. On jase de choses qui nous intéressent, donc de cette crise qu'on vit. Et elle dit quelque chose qui va m'aider à comprendre euh, la crise autrement. Elle dit, parce qu'elle connaît l'histoire, que les révolutions ont toujours fini par disparaître. Et elle se moque de cette expression qu'on a d'un nouveau monde. Ça peut être choquant d'entendre ça. Moi, ça m'a ouvert les yeux. Elle sait que dans l'histoire, il y en a eu d'autres révolutions, puis qu'à chaque fois, on est revenu. Non, on est revenu dans quoi? Dans un système qu'on dénonce en ce moment. Et cette volonté qu'avaient des gens, puis des initiatives qui ont été faites pour changer ça, ça a fini par disparaître. On peut penser que ça a été récupéré par des institutions qui prétendaient faire ça pour le peuple, mais qui, dans le fond, défendaient d'autres intérêts, récupéré par des institutions. Puis, mon domaine, moi, c'est la psychologie. Je vais rajouter à ça, grâce à l'ego des individus. Alors, je ne sais pas si vous remarquez que dans ce qu'on peut vivre, lorsqu'on retombe dans nos vieilles habitudes, dans ce vieux système, dans ce show-là dont je parle c'est souvent à cause de notre ego. Et puis, on peut définir ça de façon différente, l'ego. La façon dont je le définis ici, c'est cette instance personnelle qui nous protège de nos vulnérabilités et qui fait en sorte qu'on retombe dans nos peurs d'être mis à jour, nos peurs d'être vu comme un être faible. Puis là, on va se défendre. Puis on va embarquer dans le flattage d'ego que certains vont utiliser, on appelle ça l'élite, va utiliser, vont flatter l'ego de certains individus, puis après, ils vont utiliser, manipuler ces gens-là. Puis, bon, on ne tombe pas tous dans ce piège-là, je dirais à un haut niveau, mais dans des événements plus minuscules, ben, c'est vrai, je pense que c'est vraiment un travail de conscience qu'on doit avoir au moment où on est pris, on est emprisonné à cause de notre ego. Donc, ce qu'elle m'a dit, Irène, ça ne m'a pas du tout découragée. Pourquoi? Parce que, évidemment, on a continué à jaser. Puis, ce qu'elle m'apprend, puis on apprend de tout le monde, même des enfants. Je pense à un petit extrait de l'entrevue qu'on a fait avec Robert Béliveau, où il a un enfant dans ses bras. Les enfants nous apprennent la pureté, par exemple. Ben, cette voisine, elle m'a appris en disant que, un peu comme, regarde dans le village qu'on vit, il y a une entraide naturelle. Et il y a 3 idées que je retiens de cette conversation. C'est un, ce qui va nous transformer individuellement et socialement, c'est un retour à un contact direct avec ce qui nous nourrit, avec la terre. Et dans ces petits villages-là, il y a beaucoup plus la présence de la nature, mais aussi les jardins, les animaux qui nous permettent de vivre. Donc, un lien direct avec la réalité et la nature. Ensuite, l'entraide naturelle dans les petits villages. L'entraide naturelle au moment où on ne le ressent, pas quelque chose qu'on peut prévoir et pas sous le couvert d'une institution ou d'un regroupement formalisé, par exemple. Puis le dernier élément, c'est que tout est une démarche personnelle qui ensuite, ben, c'est ça que je rajoute, qui se reflète sur notre environnement. Quand chacun d'entre nous, on fait une démarche personnelle puis qu'on la partage, on peut juste parler de soi, on ne peut pas dire aux autres quoi faire.
mais ce qu'on vit peut inspirer les autres. Ce que vous vivez peut inspirer ceux qui vous entourent sans tenter de les convaincre. Bon, elle m'a passé un livre dont je veux vous partager quelques extraits. Le titre, c'est Le déclin du courage et c'est écrit par Alexandre Solzhenitsyn. Je vais mettre les références là, dans la description de ma vidéo. Bon, alors c'est qui cet individu? C'est quelqu'un qui a fait un discours lors de la remise des diplômes des étudiants de l'Université d'Harvard. C'est un Russe, je vais vous lire un peu sa biographie. C'est un Russe, puis ce discours qu'il a partagé, il a semé la controverse. Pour résumer, euh, il dit, je vous inviterai pas à aller de l'avant avec la société américaine ni la société russe. Puis il dénonce plusieurs choses. Puis quand on lit le livre, on découvre que ce qu'il dit en 78, c'est un peu comme s'il décrivait ce qui se passe en ce moment. Puis ça confirme, je dirais, l'idée d'Irène que c'est un recommencement continuel. Et c'est peut-être pas sur un plan social qu'il se passe des choses, mais plus sur un plan individuel, pas nécessairement matériel, mais plutôt immatériel dans l'évolution de chacun de nous à un niveau, on pourrait dire, de l'âme. Donc, c'est pas de ça qu'il parle. Donc, je vous dis qui est cet homme dont le nom de famille est difficile à prononcer. Il est né en 1978. Il a été dans les rangs de l'Armée rouge. Il a été arrêté pour avoir insulté Staline dans une lettre à un ami. Bon, on a prétendu qu'il avait insulté Staline. Il a fait 8 ans de prison. Il est ensuite, plus tard, devenu célèbre avec ses parutions, ses livres. Il a gagné même le prix Nobel de littérature. Puis en 73, il a écrit un livre qui a vraiment fait rager l'Union soviétique au point où il a été expulsé de son pays. Il est allé en Suisse, puis aux États-Unis, puis lors de la chute de l'URSS, sa nationalité a été restituée, puis il est décédé en Russie en 2008. Alors, je vous lis quelques extraits de son livre. Première phrase que je vais vous partager. Le déclin du courage a toujours été signe avant-coureur de la fin. Je ne sais pas si vous reconnaissez le déclin du courage actuel. Toujours été un signe avant-coureur de la fin d'un système qui, à mon avis, s'autodétruit. Ensuite, jamais les béquilles juridiques ne suffiront à mettre les gens debout. Ce qu'il veut dire par ça, c'est que ce n'est pas les lois, ce n'est pas les institutions qui vont faire en sorte que les gens vont avoir le courage de s'exprimer et d'agir pour eux. Sous le prétexte du contrôle démocratique, ça parle de la fausse démocratie. On assume le triomphe de la médiocrité. Et je repense au buffet froid, au buffet chaud dans les médias québécois. Justement, une autre citation, la presse, sans aucune vraie responsabilité, dénature les faits et déforme les proportions. Raconte n'importe quoi, ça c'est dans mes mots, et utilise les statistiques, les proportions, les sondages pour influencer et dénaturer les faits. La prochaine guerre, point nécessairement atomique. Alors, en 78, de quelle guerre il parlait, mais pas nécessairement atomique. Il dit, je n'y crois pas à ça, qu'elle sera atomique, peut enterrer définitivement la civilisation occidentale. Je trouve ça intéressant parce que souvent, je discute avec un ami au sujet de la guerre nucléaire. Je suis un peu comme lui, j'y crois pas. J'ai l'impression qu'on parle depuis tellement longtemps de cette guerre. C'est vrai, il y a eu une bombe qui a explosé, mais j'ai l'impression que c'est plus un terme qui est utilisé pour intimider et semer la peur chez les gens. Ben, en tout cas, l'avis de cet homme-là, c'est qu'il n'y croit pas. Par contre, il croit que cette prochaine guerre qu'on est peut-être en train de vivre a pour but de détruire la civilisation occidentale, pas nécessairement un pays ou un continent, mais toute cette civilisation qui a influencé le monde. Sa perte
est l'idée de l'homme comme centre de ce qui existe. La perte de la civilisation occidentale, c'est l'idée que l'homme est le centre de tout ce qui existe. La catastrophe de la conscience humaine anti-religieuse. Il parle de tout ça. En gros, son message, c'est de dire s'il y a une destruction du système actuel, c'est parce que on a cessé d'avoir une religion, d'avoir un contact ou une connexion ou même de réaliser qu'il existe une spiritualité qui est très importante dans notre vie. Les penseurs originaux ne peuvent contribuer à la vie publique. Ça aussi, c'est vraiment intéressant. On ne voit que dans les médias, euh, on ne voit que des acteurs médiatiques, mais les vrais penseurs, et il dit aussi le déclin des arts et l'absence de grands hommes. Les grands hommes sont absents des médias dans ce système, dans ce show. La bataille physique, spirituelle et cosmique pour notre planète est engagée. Encore une fois, il dit 178. La confusion du bien et du mal prépare le mieux le triomphe absolu du mal. On parlait avec Robert de la confusion dans laquelle les gens étaient plongés en ce moment avec les incohérences qu'on a entendues. Cette confusion, selon de son petit nom Alexandre, prépare le triomphe absolu du mal. C'est intéressant, mais va avec ça le déclin, pas le déclin, mais la destruction de ce système basé sur le mal. Le rêve débilitant, je termine avec ça, le rêve débilitant du statu quo est le signe d'une société parvenue au bout de son évolution. Le statu quo, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne veut pas changer. On refuse de changer parce qu'on est trop confortable là-dedans. Mais c'est le signe que tu es en train de disparaître. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis bon, ben, en espérant que ces phrases-là qui m'ont marqué puissent aussi contribuer à votre réflexion. Je termine, j'ai l'impression que le temps avance. Puis pour pas être trop longue, je termine avec un film. Ben, en fait, c'est une série que j'ai vue sur Netflix qui, dont on a fait la promotion dans les médias sociaux, je pense, en disant que c'est le film le plus dangereux. Ben, c'est peut-être pas dans les médias sociaux qu'on a dit ça, là, mais pourquoi c'est le plus dangereux? Bon, le titre du film en anglais, c'est Apocalypse. C'est Ancient, ancien Apocalypse. Puis en français, ça commence par à l'aube de quelque chose. Donc, c'est quoi? C'est un journaliste scientifique qui s'appelle Graham Hancock qui revisite les ruines de temples et qui a une hypothèse qui est refusée par les archéologues, qui est celle qui aurait existé à la fin de l'époque glaciaire, lorsqu'il y a eu un apocalypse, lorsqu'il y a eu un déluge, il y aurait existé une civilisation très évoluée qui a enseigné aux peuples qui étaient qui commençaient à développer l'agriculture, qui étaient des chasseurs-cueilleurs, qui a enseigné son savoir. Et donc, on revisite à travers la série, c'est passionnant, on revisite ces sites-là, et puis ça fait ce que Irène a fait dans mon esprit, ça nous ouvre l'esprit à la compréhension de quelque chose qu'on a mis de côté parce qu'on est influencé par la science, par les archéologues qui nous ont raconté une histoire qu'on peut maintenant remettre en question, au moins se poser des questions là-dessus. Parce que ce qu'on voit à travers ces sites-là, ça nous apparaît, là, au fur et à mesure de la série, évident qu'il y avait un savoir, qu'il y avait un potentiel, même un certain pouvoir physique à évoluer, différent de l'image qu'on a de ces cueilleurs-chasseurs. Puis ça laisse des questions, dans le fond, plus que ça apporte des réponses. Mais c'est justement ça qui est peut-être le thème sous-jacent à ma vidéo actuelle, c'est de dire, ben, la prochaine année, on peut espérer, va nous ouvrir l'esprit, va nous sortir de notre zone de confort, nous confronter à tout ce qu'on connaît et peut-être nous amener à voir la réalité d'une façon différente.
et essentiellement en nous faisant nous poser des questions, plutôt qu'en prenant les choses pour des vérités. On est tous en évolution, je le dis souvent, puis peut-être que cette évolution va durer très longtemps. Et que dans cette partie qui concerne aujourd'hui et puis l'année qui vient, peut-être qu'on pourra se poser des questions puis imaginer toutes sortes d'hypothèses. Puis le mieux, c'est toujours d'avoir plusieurs hypothèses plutôt qu'une seule interprétation qui nous ferme l'esprit. Plusieurs hypothèses qui nous amènent à vivre le bonheur, l'excitation, l'intérêt de découvrir quelque chose de nouveau, qui nous libère en quelque sorte, qui nous donne la permission de sortir de ce qui est peut-être confortable, mais qui n'est pas notre vérité, en termes de personnes, en termes d'humanité ou de société. Alors, c'est là-dessus que je vous dis encore une fois merci, merci pour toute cette année passée ensemble, si on peut dire, à nous accompagner, puis bien, à bientôt.